l'intérêt des soviets, c'est que c'est le seul moment dans l'histoire du monde et dans l'histoire du mouvement ouvrier où un organisme né spontanément a tenu relativement longtemps. Je n'en crois pas mes yeux. La Commune de Paris, tout le monde sait que ça a tenu à peu près 100 jours. Les collectifs d'Espagne en 1936, ça a duré pas plus de 18 mois, je crois. Et encore, ils n'avaient pas décrété le pouvoir comme la Commune de Paris ou comme les soviets. Les soviets, par contre, ont pris le pouvoir. Et en plus, la constitution de l'Union soviétique s'est basée sur les soviets. C'est-à-dire donc des endroits, normalement, les lieux de travail qui élient des délégués, etc., etc. Alors, pourquoi la Russie? Comment ça se fait que les soviets sont nés en Russie? En fait, si on examine la révolution de 1905, il faut partir de la situation. C'est-à-dire, la Russie, c'est quoi? 80 et quelques % de la population est paysanne. Il y avait entre 3 et 5 millions de travailleurs de l'industrie en Russie en 1905. Quoi. Bon. 3 millions officiels. D'après le bouquin de Trotsky sur 1905, il dit, lui, il y a 5 millions parce qu'il faut compter aussi toute une série d'ouvriers qui travaillaient dans l'agroalimentaire, etc., etc. Donc, largement... Et en plus, quel est le régime de la Russie? Ce qu'on appelle le régime autocrate. C'est-à-dire que le tsar ne doit son pouvoir que de Dieu le Père. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de délégation. Pierre Ier, au début du XVIIIe siècle, a mis au pas l'aristocratie. Deuxième bataille, maintenir la bourgeoisie naissante dans un état de... Comment on appelle l'administration, par exemple, en Russie, était calquée sur l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait des grades, ingénieur première classe, enfin, ça allait de caporal à général, enfin avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est un pays extrêmement encadré, une armée omniprésente, la plus grande armée du monde à l'époque, une police secrète, l'Ukraina, qui est assez efficace, aucune élection, aucune autorisation de syndicats, aucune autorisation d'association, aucune autorisation de parti politique. Toutes ces choses-là sont clandestines quand elles existent. En plus, la classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle est? En fait, c'est... Quand on parle de la classe paysanne, jusqu'en 1861, la classe paysanne était sous le servage. C'est-à-dire que les gens appartenaient au seigneur ou au monastère. Parce que l'Église était une puissance terrienne extrêmement forte en Russie. En 1861, on prononce la fin du servage, mais le paysan ne touche pas la terre. Il peut la racheter. Il peut racheter les droits. Mais très peu de paysans le font, parce qu'ils n'ont pas de sous. Par contre, le seul point avantageux pour le capitalisme, c'est que la suppression du servage a libéré le paysan de l'obligation de rester sur son village. Avant, il ne pouvait pas voyager. Les paysans ne pouvaient pas voyager. Là, donc il peut aller en ville, donc il peut travailler dans l'industrie. Alors l'industrie, elle est créée aussi à l'initiative de l'entourage du tsar, c'est-à-dire qu'on fait appel aux capitaux étrangers, principalement belges et français, et aussi allemands, et très peu anglais, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, pourquoi les Anglais n'ont pas beaucoup investi en Russie. Les banques françaises, les épargnants français investissent massivement pour la construction d'usines et de chemins de fer, etc., en Russie. Et alors, se passe la chose suivante, c'est que ces usines qui sont construites en Russie, c'est des usines ultra modernes, ultra concentrées. L'usine Poutilov, c'est la plus grande d'Europe. Je crois qu'il y avait 50 000 ouvriers qui travaillaient à l'usine Poutilov de Saint-Pétersbourg. C'est une classe ouvrière qui est jeune, d'origine paysanne, qui est très mobile. Ils changent de boulot assez souvent. Quand il y a le chômage, eh ben, ils rentrent dans leur village, et puis ils reviennent quand il y a du boulot. Aucune tradition de lutte, rien du tout. C'est des salaires très bas, donc c'est un pactole pour le capital étranger.
des conditions de travail très difficiles, 11 heures minimum, 11 heures par jour minimum. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des amendes, c'est-à-dire que dès que les gens sont en retard, dès qu'ils font une bêtise, etc., ils ont des amendes. Des conditions d'hygiène lamentables, mélangées avec un truc ultra-moderne. Alors avec effectivement une industrie, métallurgie, chantier naval, chemin de fer, imprimerie très au point, et une industrie très retardataire, comme tout ce qui est agroalimentaire, textile, cuir, tout ça, quoi. Donc il y a un mélange de ces deux choses. Donc on a une situation où, effectivement, personne ne parle de syndicats et personne ne parle de partis politiques. Alors, il y a des partis politiques clandestins. Alors le parti bourgeois qu'on appelle constitutionnel démocratique, c'est-à-dire KD, voilà, qui est clandestin, dirigé par des nobles ou des grands bourgeois. Leur but, c'est pas la révolution, leur but, c'est pas la démocratie, leur but, c'est d'arracher au tsar une constitution pour en faire un État, comment on appelle ça, un royaume constitutionnel. Voilà. Donc eux, ils se battent pour qu'il y ait une assemblée constituante. Du côté ouvrier paysan, il y a en gros deux grands partis. Le parti socialiste révolutionnaire, qui sont les héritiers de ce qu'on appelait les narodikni du XIXe siècle, c'est-à-dire les populistes, les gens qui voulaient aller au peuple, les intellectuels qui voulaient aider le peuple à s'émanciper. Le peuple, c'est les paysans, autour de Tolstoï, etc. Leur but, c'est l'émancipation de la paysannerie, et la révolution se fera par la paysannerie, grâce aux traditions collectives des paysans. Donc, ce n'est pas un parti ouvrier, quoi. Un parti qui se veut... Par contre, c'est un parti composé essentiellement d'intellectuels et voilà. L'autre parti, c'est le Parti ouvrier social-démocrate, qui a été créé par le premier marxiste russe qui s'appelait Plekhanov, et qui donc s'est développé à la fin du XIXe siècle autour de Plekhanov, Martov, Martinov, Dan, Lénine, et qui subit une scission en 1901, qui se divise entre mencheviks et bolcheviks. C'est un parti, les deux tendances sont là aussi composées d'intellectuels, très peu d'ouvriers, très peu. Donc là aussi se pose un problème. Bon, le seul parti qu'on peut dire un peu ouvrier, c'était le Bund. C'est un parti de travailleurs juifs. Ah, de travailleurs juifs, merci. Parce qu'il y avait un prolétariat juif relativement important dans la chapellerie, le textile, la bijouterie, etc. Alors c'est des gens qui sont un peu plus éduqués que les autres travailleurs, et là, effectivement, il y a pas mal d'ouvriers dans ce parti. Alors il entretenait des relations assez bizarres avec le Parti ouvrier social-démocrate, il en faisait partie, mais il était indépendant. Donc aucun droit syndical, poursuite, etc. Et même les dirigeants de ces partis sont extérieurs à la classe ouvrière. Grosso modo, c'est tous des intellectuels ou des bourgeois déclassés. Donc, quand il y a des problèmes, effectivement, les ouvriers, ils s'organisent eux-mêmes. Il y a deux types d'organisations. Les premières grèves commencent à la fin du XIXe siècle, à cause des conditions de travail, et les ouvriers, de façon clandestine, s'organisent pour créer des caisses de grève. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble et ils se cotisent pour avoir une caisse pour pouvoir se mettre en grève. Voilà. Ça, c'est parfaitement clandestin, mais ça permettait de tenir les grèves. Deuxième aussi phénomène, c'est des mutuelles qui sont tolérées par le pouvoir tsariste, qui n'ont aucun but politique, c'est uniquement pour venir en aide aux ouvriers malades, etc., parce que bon, ils s'auto-organisent eux-mêmes. Alors, chose intéressante à noter, pour donner l'ambiance, le chef de la police politique, Zoubatov. Comment tu dis? Zoubatov. Zoubatov, ça veut dire en russe quelqu'un qui a de longues dents. Oh, c'est rigolo. Alors c'est intéressant parce que ce gars-là a écrit, alors il y a les textes de Zoubatov dans le bouquin de Marc Ferraud, parce qu'il partait du principe que la répression ça servait à rien, et qu'il fallait au contraire susciter des syndicats
et des choses dirigées par la police, bien sûr, de façon à contrôler la classe ouvrière, mais de leur donner quelque chose. Voilà. Donc il a fait un rapport où il disait au tsar, il faut créer des syndicats, moi je m'en charge. Bon. Et c'est lui qui a financé le fameux Pop Gapon, qui allait faire la révolution de 1900, enfin qui allait commencer la révolution de 1905, et plus grave ensuite, par la suite il y a eu des élections, après 1905, le tsar a accepté des élections pour la Douma, et le parti bolchevique avait présenté des listes, il y a eu 5 élus. Et le chef de la délégation s'appelait Malinovski. Et en fait, c'était un agent de Zoubatov. Et Lénine n'a jamais voulu le croire, parce qu'il avait une confiance terrible en Malinovski. Bon. Malinovski, ça veut dire l'homme à la framboise. Heureusement qu'on a un traducteur automatique, là, voilà. Bon. Ok. Alors, donc, dans cette situation, on s'aperçoit que ce pays, soi-disant important, bon, parce qu'il y a la plus grande armée du monde, il y a des dépenses somptuaires, le tsar vit dans un luxe pas possible, il y a des palais magnifiques, il y a tout ça. Ça, c'est sur l'exportation des produits agricoles. Alors que l'agriculture est dans une situation lamentable, c'est-à-dire que pas de productivité, rien du tout, mais sur la masse de production, on enlève les produits aux paysans pour les vendre, vendre le blé à l'Allemagne, etc. Et avec ça, on industrialise le pays. Donc on a l'impression que c'est un pays fort, tout ça, mais il est miné par justement l'autocratisme, il est miné par le coût énorme de l'armée, de la marine. Ils ont lancé un projet, un plan de construction d'une flotte extrêmement importante, avec justement l'arsenal de Kronstadt et de Riga en Lettonie. Et donc toute une dépense. L'industrialisation du pays, c'est-à-dire la construction par exemple du transsibérien, a coûté les yeux de la tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, et puis surtout les frais somptuaires, les palais magnifiques des nobles, le tsar qui entretient des maîtresses dans des palais magnifiques, les fêtes, etc., etc. Voilà. Sans parler de l'Église qui vit aussi beaucoup. La seule chose que le gouvernement, que le tsarisme s'est autorisé, c'est de créer dans les entreprises qui s'appelaient les prononciation garantie, les starosts, c'est-à-dire les doyens de fabrique, c'est-à-dire des délégués. C'était celui qui faisait le lien entre les ouvriers et le patron. Voilà. De façon à limiter un peu les dégâts, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de grèves. Voilà. Et deux autres institutions qui étaient tolérées aussi, les Zensvots, c'est-à-dire les municipalités, qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir, mais qui pouvaient donner leur avis sur la gestion de la municipalité, et qui étaient élus par un système graduel, où il n'y avait que les riches et les nobles et les riches et les bourgeois qui pouvaient être élus dans ces municipalités. Et à la campagne, il y avait ce qu'on appelait les mirs, c'est-à-dire les communautés paysannes qui géraient ce qu'on appelle les communs en France, c'est-à-dire par exemple des champs qui appartenaient un peu à tout le monde, donc la rotation des bêtes là-dessus, l'exploitation des forêts aussi. Bon, les mirs ne servaient que de ça. Le problème de la Russie à l'époque, c'est qu'elle est depuis le XVIIIe siècle en expansion, c'est-à-dire conquête de la Sibérie et conquête du Caucase et conquête de toutes ces terres qui étaient turques autrefois autour de la mer Noire, l'Ukraine, etc. Donc, il y a ce problème de l'expansion, et ils veulent en finir. Le tsar a l'idée de conquérir la Mandchourie. Donc, c'était un territoire chinois, donc ils ont obtenu la concession du port Arthur, qui est le principal port de la Mandchourie, et ça, c'est une concession russe. Et c'est un port avec un port de guerre, un port de commerce, etc. Et les Russes voudraient récupérer la Mandchourie. Mais ils se heurtent à ce moment-là à un autre impérialisme qui est le Japon. Le Japon a les mêmes idées sur la Mandchourie, parce qu'il a besoin de mines, il y a du charbon, il y a du fer, il y a tout ça. Voilà. Donc il y a un conflit en
en gestation là-dessus. Comme il commence à y avoir une crise économique et des grèves, etc., le tsar dit, bah, si on déclare la guerre au Japon, on va la gagner parce que ces espèces de singes jaunes, ils ne sont pas capables de se battre et puis ils ne savent pas manipuler les armes modernes, etc. Les singes jaunes, c'était le terme qu'employait le tsar pour les Japonais. Donc il déclare la guerre au Japon. Il prend une tatane. Et puis en 1904, et puis ils se prennent une tatane pas possible, la flotte japonaise coule la flotte russe, la Mandchourie est conquise, Port Arthur est conquis, après une bataille, etc. Il y avait Jacques London qui était correspondant de guerre à l'époque dans la guerre de Mandchourie. Et ça provoque une crise, disons, ça déclenche la crise. Déjà le peuple a faim, le peuple a froid, c'est le mois de janvier 1905, et c'est là que Gapone organise cette fameuse, même pas manifestation, c'est plutôt une procession avec des icônes à la gloire il demande aux petits peurs de peuple de se tourner vers la misère du peuple et de les aider. Et la police tsariste tire. Il y a du sang, il y a des morts, il y a des grèves, il y a des barricades, il y a tout ça. Donc, dans plusieurs centres industriels du pays, Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans l'Oural, dans le Donbass, il y a des grèves, des révoltes, etc. Et la situation empire. Donc, ça s'aggrave. En mai, le tsar accepte de donner, de promettre une constitution avec une Douma, une assemblée élue, et la Douma avait très peu de pouvoir, mais enfin, et il nomme un gouvernement avec le comte de Witt qui est censé apaiser un peu les choses. Ça n'apaise pas du tout les choses, puisque les grèves s'étendent. Et il y a le premier soviet qui est créé, c'est-à-dire que alors, ces grèves s'étendent et elles sont en général organisées de façon tout à fait autonome. Aucun parti ne les organise, aucun syndicat, ça n'existait pas. Donc les gens s'assemblent en assemblée le soir, sur le lieu de travail, tout ça. Et le premier soviet est né là-dessus. Et ce soviet essaime immédiatement à Moscou, partout dans les grands centres. Tout le monde veut créer son soviet. Et puis, bon, la grande usine de Saint-Pétersbourg, à l'époque ça s'appelait Saint-Pétersbourg, l'usine Poutilov se met en grève, s'organise. Et donc, cette forme de conseil, soviet ça veut dire conseil en russe, ça essaime, il y a à peu près 400 ou 500 soviets qui se créent dans toute la Russie. Je n'en crois pas mes yeux. Thanks.